All right. Hello, everyone. Good afternoon. Thank you so much for joining us today. Bonjour à tous, bon après-midi. Merci de nous avoir rejoints à cette session pratique sur les technologies de l'éducation. Comme vous le savez, Educate est la plateforme belge pour l'éducation et la formation au sein de la coopération au développement. Cette conférence a été organisée par Educate.be avec le soutien de VVOB, APF et du gouvernement belge. Alors, cette session fait partie du programme général. Nous avons commencé ce matin avec une session générale. La session d'aujourd'hui durera 60 minutes. Mon nom est Johnson. Je travaille avec Educate en tant que responsable du développement et je vais donc m'occuper de cette session en particulier. Educate souhaite remercier ses organisations membres, partenaires ainsi que tous les intervenants. Quelques instructions pour nos participants en ligne. La session d'aujourd'hui est en anglais et en français et nous avons la possibilité de faire appel aux interprètes. Vous pouvez donc écouter cette session en français ou en anglais selon votre choix. Vos questions sont bien sûr les bienvenues. Nous apprécions votre participation active. Pour les participants en ligne, n'hésitez pas à poser vos questions dans la messagerie. Nous verrons à ce qu'elles soient transmises aux intervenants. Je vous rappelle également que cette session sera enregistrée, que toutes les présentations et vidéos seront disponibles sur le site educate.be. Donc, je vous encourage vraiment à poursuivre votre engagement grâce à notre hashtag. Hashtag était pour l'inclusion. Nous allons explorer les différentes approches innovantes en matière de technologie. Nous allons d'abord donner la parole au représentant du Rwanda qui va nous présenter le projet Scratch 2050. Concernant les compétences des enseignants du secondaire pour tout ce qui est lié à la science et aux technologies. Scratch est un outil libre qui permet d'apporter des solutions et d'améliorer les compétences dans ce domaine. Vous avez sans doute déjà pu découvrir tout cela durant la pause déjeuner. Vous avez eu cette session Unplugged qui était organisée par mes collègues. Scratch fait partie des sciences et technologies et du programme dans les écoles primaires et secondaires au Rwanda. Toutefois, étant donné que cela ne faisait pas partie de leur programme de formation, les enseignants ont besoin d'aide pour gérer ce programme. Nous allons nous concentrer sur deux éléments clés qui sont parfois compliqués et qui entraînent des défis, comme le fait d'établir des connexions avec le monde du travail, de combler la fracture numérique au niveau des enseignants notamment, et aussi par rapport à la question du genre. Au départ, ce projet a été mis en œuvre avec le conseil responsable de l'enseignement, de l'organisation pour les femmes aussi. Nous avons pu bénéficier de nombreuses aides et conseils critiques de ces organisations. Nous sommes très heureux d'avoir deux présentateurs ou autrices de nos programmes, de nos partenaires qui sont présents en ligne. Vous voyez leur bio. Aujourd'hui, nous avons d'abord Madame Sengati, qui est à la tête du département des TIC au sein du board de l'enseignement Rwanda. Elle a une très longue expérience dans l'enseignement des TIC. Elle a également été directrice du contenu digital et responsable du développement technologique. Directrice également du département sur le développement des capacités et des compétences. Elle s'est engagée
pour faire en sorte que chaque enfant au Rwanda ait accès à une éducation de qualité par les technologies et puisse être équipé des outils nécessaires pour trouver son chemin dans l'ère numérique. Ensuite, nous avons Jennifer Batamoulisa, qui est à la tête d'un hub. Elle donne également des cours au Centre africain pour l'excellence dans les sciences des données à l'Université du Rwanda. Elle donne également des cours en matière de technologie de l'information et de la communication à des étudiants en master. Elle est également vice-présidente de l'Organisation du Rwanda pour les femmes et la science et l'ingénierie. Elle est également fondatrice et directrice d'une organisation qui s'occupe de la formation et du mentorat des compétences en matière de technologie de l'information et de la communication. Nous allons maintenant passer à la petite vidéo qui présente le projet. Et je vais donner la parole à ma collègue. So we can have the video play once the technical team is ready. So building an inclusive digital economy has long been an objective of the Construire une government. société numérique inclusive a toujours été un des objectifs du gouvernement du Rwanda. Pour cela, VVOP, Éducation pour le développement, ainsi que nos partenaires ont mis en place ce projet Scratch 2050 pour améliorer la pertinence de tout ce qui est sciences, technologies, mathématiques et pour renforcer également le lien avec le monde du travail en soutenant les enseignants dans l'Est du Rwanda avec ces clubs d'encodage après l'école. En introduisant ce programme Scratch, eh bien, nous pouvons insister sur le développement, la créativité et nous aidons également les étudiants à trouver leur chemin dans cette économie numérique. 1832 apprenants ont appris à coder. Parmi eux, 46% sont des filles. En effet, le projet s'est engagé en matière d'inclusivité, puisqu'une enseignante sur 3 est une femme, et nous avons également mis en place des partenariats avec différentes organisations qui nous permettent de mettre en avant les modèles féminins. Alors, en quoi consiste ce projet? Eh bien, nous avons tous les apprenants qui sont les bienvenus. Nous essayons d'inclure un maximum d'apprenants. Ensuite, mettons l'accent sur le côté plaisant, le jeu. Donc, nous combinons différentes approches, une approche ludique notamment. Et nous essayons également de former les enseignants de façon transversale. Et enfin, nous établissons un lien avec le monde du travail en nous rendant dans des entreprises high-tech. Nous montrons également comment poursuivre une carrière dans les TIC pour faire de ce projet une réalité. Donc on montre que voilà, on joue avec des animaux, etc. Et beaucoup pensaient que ce n'était pas approprié, mais moi je me suis inscrite parce que finalement j'ai trouvé que l'idée était intéressante et je leur ai dit voilà que on peut appliquer cela pas uniquement aux chiens, aux poules, mais aussi à différents domaines. Nous avons également une journée où tout le monde se retrouve
Et là, on accorde des prix aussi. Scratch 2500 nous permet vraiment d'améliorer ses compétences en matière de TIC au Rwanda et plus loin. Nous essayons vraiment de donner à cette génération les compétences nécessaires pour trouver son chemin dans l'économie numérique. L'interprète s'excuse, mais le son est vraiment mauvais et voilà, c'est très difficile pour nous d'entendre correctement. Good afternoon, everyone. Désolée. I'm happy to be here with you. Eh bien, bonjour à tous et toutes. Je suis très heureuse d'être là à vos côtés, de parler de ce projet très intéressant, important pour nos enfants lorsque l'on parle des TIC dans l'éducation. Quelques mots sur la genèse de ce projet. Un projet de 2 ans, piloté de juillet 2020 à juin 2022. Nous avons pu nous étendre et toucher 54 écoles secondaires dans un des 30 districts du Rwanda, le district de Kayonza. Nous voulions toucher 158 enseignants STEAM et TIC de ces écoles, approximativement 3 enseignants par école. Nous voulions les former en matière de littératie numérique et en matière de, comme on l'a dit, de Scratch. Alors, Scratch en particulier, les enseignants ont appris à intégrer Scratch dans leur programme de cours et ont aussi facilité l'encodage. Au total, nous avons créé 274 clubs de codage et avons aussi pu atteindre 3724 apprenants. Vous l'avez déjà entendu tout à l'heure, plus de 46% d'entre ces apprenants étaient des jeunes filles. Nous avons également renforcé l'apprentissage numérique dans un environnement qui combine l'apprentissage et le côté ludique en utilisant le langage des jeunes. Pour donner vie à ces clubs et pour rassembler les codeurs, nous avons organisé un concours tout au long du projet. Ce concours a démarré au niveau de l'école, ensuite au niveau du secteur et enfin du district par une journée où on célèbre Scratch. Durant cette journée, chaque apprenant a eu la possibilité de présenter son projet Scratch, suivi par une session questions-réponses. Des prix ont été accordés aux meilleurs projets et surtout, ce qui est important, c'est que tout cela a servi de source d'inspiration à de nombreux apprenants et enseignants. Pour éveiller la curiosité des étudiants, une carrière dans ce domaine, on a également organisé des visites dans les grandes sociétés, entreprises technologiques pour stimuler les étudiants. C'était aussi l'occasion pour les apprenants et les enseignants de mieux comprendre pourquoi les compétences d'encodage sont importantes aujourd'hui et surtout comment mettre à profit ces compétences. In the next slide, we're going to see that one of the participants, une des participantes, une jeune fille, Alice Nyomukiza, nous parle du fait que sa participation à ce projet a facilité ses compétences transversales et d'entrepreneuriat et dans quelle manière et quelle mesure cela a profité à sa carrière plus tard, parce que c'est important aussi pour rester compétitif dans un marché de l'emploi en mutation permanente. Ici, vous voyez que grâce à ces visites, eh bien, les étudiants se sentent inspirés et ils apprennent à encoder avec Scratch. Ils peuvent programmer des robots aussi grâce à Scratch et progressent vers des langages de codification beaucoup plus complexes, peuvent suivre ensuite des cours académiques, etc.
Le projet a vraiment mis à jour des perspectives de carrière, des perspectives à long terme aussi qui ont motivé les étudiants. Les étudiants ont été inspirés, mais pas uniquement, les enseignants aussi. Par exemple, nous avons un enseignant, Eric, qui a lancé sa propre petite entreprise en offrant des formations en matière de technologie de l'information et de la communication. Il a également organisé un club d'encodage Scratch avec 100 étudiants, donc 100 enfants de sa communauté. Je vais maintenant donner la parole au docteur Jennifer. Good afternoon, all. So I'm really Bon glad to be après-midi, here je suis vraiment très heureuse d'être à vos côtés aujourd'hui, with you all. So d'être avec I'm vous going to tous et toutes. where my colleague. Je vais reprendre là où ma collègue Diane s'est arrêtée. First, I would like to say that the project tackled gender stereotypes and bridged the Le digital. projet s'est également attaqué aux stéréotypes liés au genre et a voulu répondre à la fracture numérique. Les jeunes filles participant au projet partaient du principe que les TIC, c'était pour les garçons. Mais par la suite, eh bien, la confiance par rapport à ces compétences a augmenté. Prenons les résultats de Scratch. Le projet avait pour but de relever certains défis, notamment améliorer les compétences en matière de littératie numérique. Et on est passé de 66 à 78. Les enseignantes avaient un niveau de littératie numérique moins élevé que les enseignants, mais leur score s'est amélioré de manière considérable. Et l'écart entre les enseignants et enseignantes est passé de 9 à 4, donc en termes de points de différence. Au total, 64% des enseignants se sentent bien dans l'organisation d'un club d'encodage. Et le niveau d'autoconfiance a augmenté aussi par rapport au codage. Un tiers des participants s'est déclaré tout à fait confiant par rapport à l'organisation de ces ateliers. Pour ce qui est des étudiants, 86% des étudiants s'en sortaient très bien par rapport à l'évaluation numérique à la fin du projet. Les étudiants qui avaient des compétences inférieures, moindres, au moment où le club a démarré, ont enregistré la progression la plus importante. Et donc, après avoir participé à ces clubs, les résultats étaient très bons. Un an après, eh bien, une étudiante, Ornella Yari, a remporté le prix. Tous les districts du pays étaient impliqués et Ornella nous dit « J'ai appris que je pouvais tout faire avec le codage. On peut même réaliser ses rêves en codant. » Le projet a également eu un impact sur la fracture numérique à 3 niveaux. Premièrement, les formateurs, les femmes ont aussi servi de modèle, de rôle pour les étudiants. Donc, on a vraiment eu des modèles féminins, ce qui a permis d'augmenter la confiance en soi des femmes, des enseignantes et des jeunes filles. En effet, la compétence en matière d'organisation d'un club de codage a vraiment augmenté et seuls 28% au début se sentaient capables de le faire.
levels of Les self-confidence. enseignants masculins ont été davantage confiants par rapport à l'organisation de ces ateliers, mais malgré tout, l'écart entre les enseignants et enseignantes a diminué considérablement. Au début, il y avait un écart de 14% entre hommes et femmes, entre enseignants et enseignantes, par rapport au fait de gérer ces ateliers de codage. Et après, on est arrivé à 5% seulement d'écart. Donc, on est passé de 14 à 5%. En d'autres termes, on a augmenté les compétences en matière d'organisation de ces ateliers. Nous avons également organisé des projets avec l'université avec la KU Leuven. Et on est finalement parvenu à avoir un équilibre de 50% par rapport à la sélection des apprenants qui ont donc participé à ces clubs d'encodage. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci à nos deux intervenantes. Merci d'avoir partagé vos impressions avec nous. Je vais maintenant donner la parole à ceux et celles qui sont ici dans la salle, ainsi qu'à ceux qui sont en ligne. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Quelles sont vos prochaines ou quelles sont les prochaines étapes? On a parlé d'un camp d'été. Est-ce que vous avez l'intention d'aller plus loin, de diffuser cette initiative dans les écoles ou... Alors, qui veut répondre? Une autre question? Bon, on va prendre une deuxième question et puis on donnera aux intervenantes la possibilité de répondre. La façon dont les clubs sont organisés, ça me fait penser à ce que j'appellerais des cours extrascolaires ou disons des activités extrascolaires. Pour moi, ces clubs de codage ressemblent à des activités extrascolaires. Est-ce qu'il y a un lien entre ce qui se passe dans les clubs et ce qui se passe en classe? Il est important de conserver ce lien, cette connexion et d'assurer en fait un renforcement mutuel. Donc les clubs renforcent l'enseignement en classe et vice-versa. Voilà, merci pour les questions. Les réponses maintenant? Thank you so much. Maybe I'm going to comment on the first question. Je vais peut-être commencer par la première question. La prochaine étape, point d'interrogation. Le projet en tant que tel était aligné sur les programmes de cours. Les programmes de cours précisent que nous devons intégrer la jeunesse, les jeunes, et que nous devons intégrer la technologie comme outil pour faciliter l'apprentissage à tous les niveaux et dans tous les domaines. Ce projet était important, évidemment, et en quelque sorte, c'est un témoignage du fait que tout cela est possible. Je ne peux pas encore vous dire si ce projet va être étendu, s'il est évolutif, mais en tout cas, l'idée est de l'intégrer dans les programmes de cours. Comme vous l'avez entendu dans la présentation, c'est un sujet qui est enseigné au niveau de l'école primaire et du secondaire. Donc, nous allons combiner ce que nous avons appris dans le cadre de ce projet et nous allons l'intégrer dans les programmes de formation, dans les programmes de cours. Merci beaucoup, Jennifer. Oui, j'aimerais également apporter un commentaire sur la deuxième question. Donc, est-ce qu'on peut mener ce projet en parallèle avec les cours donnés
en classe. Bon, alors les cours, évidemment, c'est du lundi au vendredi, mais tous les mercredis après-midi, on peut organiser ces clubs. Et le projet Scratch a été donné durant ce mercredi après-midi, donc pendant les clubs, et il y avait vraiment un alignement par rapport à ce qui se faisait en classe. Donc, pour résumer, je dirais que les deux outils sont complémentaires. La programmation Scratch et les cours classiques. Tous les deux sont complémentaires et se renforcent, s'enrichissent mutuellement. Au moment où nous avons conçu ce programme, nous avons veillé à ce que Scratch s'applique à chaque fois qu'il y a un cours en sciences, technologies ou mathématiques. Donc, on utilise vraiment le projet Scratch dans tous les sujets liés au STEAM. Et puis, par rapport à la première question, je voudrais également ajouter quelque chose. Quant aux prochaines étapes, notamment, le Rwanda Education Board a déjà intégré Scratch dans les programmes de l'école primaire et secondaire. Et si on lui donne une deuxième chance, eh bien, on pourrait peut-être encore faire évoluer le projet, parce que pour l'instant, c'était une phase pilote menée à bien dans un des 30 districts du pays. Donc, si on parvient à collecter plus de fonds, c'est la première chose qu'on fera, c'est étendre ce projet à d'autres districts, parce que nous nous sommes bien rendus compte que ce projet était très utile pour les étudiants et les enseignants. Merci. Merci beaucoup, Jennifer, d'avoir partagé cela avec nous. Nous regardons le temps, donc nous allons passer à la deuxième partie, tenant compte des questions qu'on a en ligne. Mais peut-être qu'à la fin de la session, on aura encore un peu de temps. Et encore une des questions qu'on a, est-ce que les étudiants ou les écoles reçoivent, par exemple, des ordinateurs ou du matériel? Et les professeurs, est-ce que c'est uniquement des professeurs d'informatique? Vous n'allez pas répondre à cette question maintenant. Peut-être qu'à la fin de la session, il y aura encore un peu de temps. On verra. Nous allons passer à la deuxième étude de cas et c'est l'Institut et la CIVET et au Rwanda aussi qui vont nous expliquer l'outil donc qui permet de mesurer la satisfaction des employeurs et ça permet de spécifier les secteurs avec des opportunités professionnelles et donc de guider aussi les écoles et les apprenants vers l'emploi du futur. Et donc, je vais vous présenter les orateurs. J'ai Mona d'abord, et elle est la directrice de l'institution francophone au Sénégal, et elle travaille sous l'organisation de la francophonie, joue un rôle très important dans ce paysage. Et donc, elle continue à vraiment façonner le paysage en se conceptualisant et en adaptant l'environnement pour tenir compte des besoins des apprenants du 21e siècle. Nous avons aussi une autre personne, Eric, en ligne. Eric est un expert en matière de formation, développement de programmes, formation des traîneurs et différentes choses encore. Il a travaillé en Amérique du Sud, dans les Caraïbes et en Afrique avec différentes organisations, en ce compris le BIT et l'Union européenne et l'IFEF. Donc voilà, je vais donner la parole d'abord à Mona qui pourra nous piloter dans sa présentation. Vous pouvez le faire en français, bien entendu, si vous le désirez. Pour ceux qui étaient là ce matin, je serai accompagnée avec mon ami et collègue Eric Hubi qui est au Rwanda maintenant.
voilà, que vous voyez sur écran. Et je vais peut-être vous prendre la télécommande pour la présentation. Donc, on a toujours tendance à dire on forme les jeunes, mais est-ce qu'ils sont vraiment intégrés dans les entreprises? Est-ce qu'ils travaillent? Quand on travaille avec la formation professionnelle, c'est beaucoup plus simple parce que c'est une formation de courte durée, donc on peut savoir s'ils sont insérés professionnellement ou non, d'où l'outil Insert Jeune. Donc l'outil Insert Jeune, je ne peux pas passer. Slide, next slide. Je n'arrive pas à passer avec ça. Donc l'outil Insert Jeune, justement, mesure cette opportunité de pouvoir mesurer l'adéquation entre la formation reçue et la formation qu'il a eue. L'outil Insert Jeune permet justement que l'apprenti qui a suivi la formation dise est-ce que la formation qu'il a reçue correspond aux besoins de l'entreprise et inversement, est-ce que l'entreprise est satisfaite de la formation que l'apprenti a reçue. Et bien sûr, c'est une mesure de taux de satisfaction, mais ça nous permet aussi de dire il a été formé, il a travaillé au bout d'un mois, 2 mois, 6 mois, ou il n'a jamais travaillé, ou il est devenu auto-entrepreneur. Donc ça permet justement ce genre de mesure. Donc voilà le lien pour insertjeune.francophonie.org et les acteurs. Avant que j'arrive, bon peut-être on parlera après, quels sont les acteurs dans un système d'information classique? Donc nous on a les diplômés, les apprentis de la formation professionnelle et technique, il y a les établissements de formation et puis les entreprises. Donc c'est une triptyque. Et donc, dans toute triptyque, il y a aussi les rôles et les gestionnaires. Donc, on a c'est très technique si vous voulez, mais bon, on est obligé de le dire. Il y a un administrateur de la plateforme et puis un administrateur dans chaque pays et dans la région et dans la localité. Et puis aussi, il y a les superviseurs, donc il y a le directeur, les législateurs dans le pays et l'établissement. Indépendamment de cette présentation, moi, ce que je trouve intéressant dans Insert Jeune, c'est que l'outil, c'est un outil de la francophonie, mais plusieurs pays l'ont adopté. Et ça permet à un ministre d'avoir un tableau de bord qui peut mesurer à tout moment toutes les formations qu'il a, ceux qui sont bien portés et qui travaillent très rapidement, ceux qui ne le sont pas, et il peut remédier, corriger. À tout moment, il peut dire, voilà, j'ai formé au métier du numérique, parce que c'est le métier d'aujourd'hui, mais tout le monde n'a pas réussi à travailler, donc il peut changer. Et dans le métier du numérique, il faut dire qu'il y a plusieurs métiers. Il y a le codage, il y a le rédacteur web, il y a le prompteur de l'intelligence artificielle, il y a plusieurs métiers. Donc, quels sont les métiers les plus porteurs et pourquoi? Tout à l'heure, Anna, quand elle a parlé, elle a dit que la technologie, par exemple, c'est 36 mois. Donc, si je forme par exemple un rédacteur web, dans 36 mois, je dois changer ma formation. Donc, cet outil-là, justement, permet de donner ce pouls-là et dire, voilà, il faut changer cette formation parce qu'elle n'a pas été bonne. Donc, en fait, les actions sur les acteurs et après, comment ça va se passer. Et puis, là, peut-être Eric va se rappeler un peu de ce qu'on a vécu. Donc, il faut créer un compte, bien sûr. Donc, il y a l'apprenant qui remplit son profil, qui répond au questionnaire. Et après, nous, on doit analyser ces données-là. Là où je rejoins un peu ce qui s'est passé ce matin, c'est la fracture numérique ou le digital divide. À un certain moment, nous, ça nous paraissait très simple d'avoir un formulaire, d'appuyer sur OK et de passer. Et Eric se rappellera peut-être, la première fois où on a pris l'outil pour le tester dans un petit lycée, on a eu du mal à demander aux personnes d'appuyer. Ils appuyaient avec 3 doigts, on ne savait pas comment ils se trouvaient. On parle d'URL et personne ne comprend ce que ça veut dire une URL. Donc c'était un peu difficile, surtout qu'on n'a pas le même public, ce n'est pas des publics d'université. Et donc il faut savoir que l'outil est maintenant très simplifié de façon que les jeunes peuvent le remplir, les établissements et également les industries. Donc ce qui fait que maintenant, c'est un outil qui date de 5 ans. Bien sûr, à chaque fois, on le modifie, on le change, on le corrige, etc. Il est testé sur 17 206 diplômés, que maintenant on a 18 308 utilisateurs. Nous avons 16 pays qui expérimentent l'outil Insert Jeune, dont 4 outils nationaux. Et moi, je trouve que ça, c'est la plus grande réussite de l'outil parce que la francophonie ou toute autre
organismes qui aident, on ne peut pas aider tout le temps. À un certain moment, il faut que le pays soit autonome et qu'il prenne en sorte l'outil. Donc, c'est ce qui s'est passé par 4 outils qui ont pris l'outil pour eux et qui devient l'outil chez eux. Après, un sujet aussi qu'on a discuté le matin, c'est la souveraineté des données. C'est que le pays, quand il prend l'outil, c'est lui qui gère ses propres données et non pas les autres. Donc voilà, on est testé dans 528 établissements, 574 entreprises, les types de données, etc. Donc sachez que juste que cet outil nous permet d'avoir, bon ça je reviendrai là-dessus tout à l'heure, mais nous permet d'avoir ce genre de statistiques où quels sont les métiers les plus porteurs, qui a travaillé en premier, quels sont les taux de diplômés par secteur d'activité, ceux qui ont travaillé plus avant l'autre. Et on peut aussi voir ça à l'échelle d'un pays et aussi le voir à l'échelle régionale. Donc on peut, parce qu'en Afrique ou ailleurs, il y a toujours les métiers transfrontaliers où on peut former au Ghana et la personne travaille au Togo parce que c'est juste à côté. Donc il y a toutes ces données-là qu'on peut avoir sur cet outil d'Insert Jeune et on peut prendre la décision adéquate en fonction justement de données comme ça. Donc on chiffre l'outil, comment on a commencé. Donc le 16 octobre, on a commencé les premiers outils. Le 2 novembre, par exemple, il a été nationalisé au Togo. Le 20 novembre, il a travaillé sur un autre pays qui est le Djibouti, etc. Donc voilà un peu l'outil en les pays qui ont intégré l'outil et récemment, c'est la Guinée. Après aussi sur les statistiques professionnelles, donc on a les statistiques par pays, on a les statistiques par métier, on a les statistiques par genre, on a les statistiques par tranche d'âge, on a les différentes statistiques et sachant que ce qu'il faut qu'on rajoute peut-être, c'est comment on peut traiter ces données-là et comment on peut les utiliser pour bien répondre aux besoins d'un pays. Donc là, c'est là où arrive et atterrit Eric. On va prendre l'étude de cas de Rwanda, qui est une étude de cas expérimentée par l'APF et l'IFEF et que Eric va vous exposer. Eric, à toi la parole. Merci beaucoup, Mona. Merci. Et puis, tout à fait ravi de co-présenter avec toi cet après-midi. C'est toujours un plaisir. Donc, bonjour à toutes et tous depuis Kigali. Je vais passer en revue ces différentes, le slide correspondant, par contre, je ne l'ai pas à l'écran. Ah oui, voilà, je l'ai à nouveau à l'écran. Donc, je vais vous parler un petit peu du Rwanda et de l'expérimentation qui est actuellement en cours avec, bien sûr, l'IFEF qui a développé l'application Insert Jeune, avec APF Rwanda et le Rwanda Tibet Board, ATB. Ok, donc c'est une collaboration tripartite. Effectivement, nous ici au Rwanda, on a fait face à un problème de la langue nationale. On a voulu d'abord faire quelques tests, expérimenter un peu la plateforme, l'application en anglais, mais c'est pas très probant. Donc en fait, on a décidé d'inverser les étapes de l'expérimentation. Donc, au lieu de commencer par tester l'application Insert Jeune telle qu'elle est sur le site de l'IFEF, nous avons proposé de démarrer l'expérimentation par le développement de l'application nationale. Mona en a parlé tout à l'heure. Donc, l'objectif étant vraiment une appropriation de cet outil au niveau national et une traduction automatiquement en Kinyarwanda qui permettra une meilleure utilisation et une meilleure compréhension, notamment des questionnaires par les utilisateurs. Mona a mentionné les difficultés que nous pouvons rencontrer avec certains jeunes qui ne comprennent pas trop bien comment utiliser cette application. Donc, après le développement de cette application nationale et sa traduction en Kinyarwanda, on passera à une seconde étape de formation des utilisateurs. Donc, Mona a évoqué qu'il y a effectivement des établissements scolaires, il y a les entreprises, il y a les diplômés. Ici, la formation des utilisateurs consistera à former des points focaux dans les établissements scolaires
et également les chefs d'entreprise. On passera notamment par les associations professionnelles pour mobiliser au maximum les chefs d'entreprise, puisque l'application ne peut réellement vivre que s'il y a un lien très fort avec le secteur privé. Et ensuite, on terminera par la mise en œuvre et une analyse statistique de toutes les données, puisque les données statistiques, les analyses statistiques, on les obtient sur la plateforme en temps réel. C'est-à-dire qu'à tout moment, on clique 2 fois et on a toutes les statistiques actualisées en temps réel. Oui, et prochaine slide, s'il vous plaît. Alors, je pense que Mona me laisse aussi la parole pour vous donner un petit peu, vous allez nous dire quelle est la réelle utilité de l'outil Insert Jeune. En ce qui concerne les établissements, en fait, ça permet aux établissements de conserver une base de données sécurisée de leurs propres diplômés. Et donc, automatiquement, il y aura des statistiques disponibles en temps réel. Les établissements peuvent également consulter les offres d'emploi, accéder à la géolocalisation. Google Maps est notamment intégré à la plateforme. Les établissements peuvent forcément également améliorer, innover les offres de formation continue par rapport aux exigences du marché. Et c'est là que on se rend compte que Insert Jeune est un réel outil de pilotage de la formation professionnelle, de régulation de l'offre en fonction de la demande du marché du travail. Et également renforcer son partenariat avec les entreprises. Alors, au niveau des ministères, forcément, les ministères vont obtenir des statistiques sur les diplômés. Comme je le disais, ça peut être des statistiques en temps réel. Ils pourront calculer les taux d'insertion des diplômés sortant de tous les établissements dans toutes les régions du pays. Ils pourront également obtenir des statistiques sur les entreprises et ils pourront bien sûr mieux ajuster les formations, c'est-à-dire les curricula et les métiers filières en fonction des retours d'informations. Ils pourront également accéder à la géolocalisation au même titre que les établissements et améliorer leurs services par rapport aux exigences du marché. Next slide, please. Merci. Et l'utilité également de l'outil Insert Jeune pour les diplômés. Les diplômés peuvent consulter les offres d'emploi sur la plateforme, postuler aux offres d'emploi parce qu'il y a une fonctionnalité pour que les diplômés puissent postuler en direct et via la plateforme à ces mêmes offres d'emploi. Ils peuvent également accéder à la géolocalisation des entreprises, des établissements également, accroître leurs compétences par rapport aux exigences du marché. Enfin, en ce qui concerne les entreprises peuvent éditer et publier leurs offres d'emploi gratuitement. Ça, c'est peut-être un avantage par rapport à certains sites de publication d'offres d'emploi qui sont payants. Consulter les autres offres d'emploi, accéder à la géolocalisation comme les autres acteurs de l'application et innover leurs services par rapport aux exigences du marché. Je pense que c'était la dernière slide. Merci beaucoup pour votre attention et nous sommes tout ouïs pour vos questions éventuelles. Merci beaucoup. All right. Thank you very much once again to Mona and Eric. Merci. Merci Mona pour nous avoir fait parcourir cette présentation très intéressante. Maintenant, nous avons des questions et des questions pour les participants qui sont ici ou qui sont en ligne. Je pense qu'on a déjà une question ici, mais pour cela, nous avons besoin du micro. Merci. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Je m'appelle Tom Dilly de Forum 2040. Je voudrais vous féliciter d'avoir pris en main le sujet de l'insertion et des données de l'insertion parce que pour toutes celles et ceux qui ont travaillé dans la formation professionnelle, on s'est tous fracassés contre cette difficulté de trouver
les données. Et donc, il faut des initiatives internationales avec les gouvernements, avec les entreprises pour créer de la donnée sur l'insertion, savoir quelle filière il faut développer, quel type de formation et évidemment embarquer les entreprises. Donc, bravo pour cette initiative. J'ai travaillé sur votre outil à Madagascar dans mes anciennes fonctions avec Saina, qui est un opérateur partenaire de la francophonie. Et je peux vous dire combien c'est difficile de mettre en place un outil comme celui-ci. Alors, je voulais vous poser la question, comment vous faites pour embarquer toutes les parties prenantes de façon efficace et pérenne? Parce que là, vous demandez potentiellement à des milliers, voire des millions d'entreprises de rejoindre un outil qui est piloté par un écosystème très complexe, de jouer le jeu. Vous demandez à des millions de jeunes potentiellement de rejoindre cet outil. Donc l'ambition, elle est démesurée et encore une fois, elle va dans le bon sens. Est-ce que vous avez les moyens de cette ambition? Comment vous allez faire pour faire en sorte que le tableau de bord du ministre il soit vraiment efficace à la fin de la journée? Merci pour la question. Je ne sais pas si je réponds ou j'attends. Le matin, j'ai commencé par dire la persévérance. Je répète la même chose. Mais en tout cas, je pense que l'outil a été conçu justement pour avoir ça. Parce qu'on demande à l'apprenant justement d'être là pour remplir un questionnaire. Mais la carotte, c'est qu'il a des offres d'emploi. Donc, il rentre, il se connecte, il a un login et un mot de passe et ça lui permet d'avoir accès à des offres d'emploi. Donc, c'était la carotte pour l'apprenti. Et la carotte pour l'entreprise, c'est aussi, ils peuvent diffuser leurs offres d'emploi. Donc, les deux, on trouve, et c'est un partenariat gagnant-gagnant, win-win, si vous voulez. Et puis après, l'institutionnel, c'est pour ça que les accords avec les ministères est très important, c'est que c'est le ministère qui exige à ces centres de formation de l'avoir comme outil de base. Donc c'est pour cela qu'en fait, tous ces accords-là sont très importants parce que ça permettait justement d'avoir cette adhésion à l'outil. Voilà. Okay. Et si jamais il part sur LinkedIn, le faire plutôt que sur l'application? Il peut le faire sur LinkedIn, certes, mais sur LinkedIn, ça ne permet pas d'avoir une offre géolocalisée qui permet à ça. C'est un peu l'adaptativité. L'offre correspond exactement à son profil. Sur LinkedIn, c'est un monsieur X parmi tant d'autres Y, Z et T. Là, c'est vraiment une offre personnalisée dans sa région, pour son pays, qui correspond à son outil, à son besoin. On ne se substitue pas à LinkedIn, c'est vraiment beaucoup plus simplifié. Je ne sais pas si Eric, tu peux compléter ou c'est bon pour toi? Comme je t'ai en face. Non, non, c'est bon. C'est bon pour moi, effectivement, ce que tu as dit concernant les offres d'emploi, c'est-à-dire normalement, ça doit être un système win-win. Maintenant, la question de monsieur correspond peut-être à des difficultés d'accès pour tous les diplômés. On a parfois affaire à des diplômés qui ont un accès limité à Internet. Donc, c'est peut-être le fait de l'accès très difficile pour certains diplômés du Tibet, par exemple. Et je pense que, par exemple, je pense pour le Rwanda qu'il y a moyen de pallier ce manque en organisant en parallèle pour des publics très vulnérables des visites de terrain et des enquêtes de terrain pour compléter en fait l'information manquante qu'on aurait sur l'application. Je pense que c'est une réalité hein, dans tous nos pays, je pense. Je ne sais pas si je réponds en partie à la question de monsieur. All right, thank you so much for that question. We have a question coming in from our online participants, and then we would open. Alors, question des participants en ligne et selon le temps qu'il nous reste, on pourra donner la parole à d'autres personnes aussi. Mona, participants en ligne, si d'autres organisations commencent à travailler, par exemple via Don Bosco, et adoptent cette plateforme ou veulent adopter cette plateforme, quelle doit être la procédure à suivre? Est-ce que la plateforme est aussi adaptable? Pouvons-nous ajouter des questions, par exemple? Et ça nous a permis de rentrer dans 35 pays anglophones et lusophones. Donc, Don Bosco, c'est bon, c'est déjà fait. Et l'avantage de l'application Insertion, c'est que c'est notre application. Donc, on donne le code
Moi, je suis pour l'application Open Software and Open Educational Resources. Donc, tout software doit être mis à disposition des pays. On l'adapte et on l'adopte au pays avec une mise à jour et une mise des données pour Don Bosco. On a traduit en anglais, en italien et en portugais. Eric va le traduire en kirwandais au Rwanda. Les données nous appartiennent. L'application entre la Guinée et le Rwanda, ils sont différentes. Chaque pays a sa législation. Donc, c'est ça l'avantage de l'application. Ce n'est pas un LinkedIn. C'est une application contextualisée au pays. Et les données appartiennent au pays. Ils n'appartiennent pas à la francophonie. Donc, oui, toutes les applications. Right. Yes. Thank you for your response. Do we have any? Okay. Merci pour cette réponse. Nous avons encore une question ici, je vois. Une question candide peut-être. Dans quelle mesure avez-vous déjà des statistiques quant aux résultats donc des diplômés? Et par rapport à cela, dans quelle mesure est-ce que la base de données est aussi longitudinale? Est-ce que vous pouvez suivre les carrières des jeunes sur plusieurs années? Mona, thank you for that question. Merci pour cette question. Tu peux répondre en français? C'est bon? Et puis Eric va compléter parce que c'est Eric qui a travaillé beaucoup sur cette partie de traçabilité. Donc en fait, on suit la carrière parce que lui, l'apprenti, quand il trouve son premier emploi, il le dit sur la plateforme. Quand il le change, il dit aussi. S'il veut suivre une formation complémentaire, c'est marqué aussi. Donc on essaie au maximum de tracer l'apprenti parce que je prends l'exemple d'un métier qui a commencé, il a travaillé aujourd'hui. Un rédacteur web et qu'il veut intégrer au rédacteur web un prompteur IA pour compléter sa formation, il va y avoir un premier métier complété par un deuxième, etc., etc. Donc ça permet de mesurer comme un LinkedIn tous les métiers et toutes les formations qu'il a suivies. Oui. Je ne sais pas, Eric, parce que ça, c'était une partie sur laquelle toi, tu t'es investi. Oui, absolument. En fait, pour faire maybe I can reply in English as the question was in English. Je peux peut-être répondre en anglais, parce que la question était en anglais. En fait, c'est un système de tracking graduel. Et donc, en fait, ceux qui sont diplômés complètent un questionnaire et puis il peut peut-être suivre une formation et puis revenir sur le marché du travail. Et donc, sur la plateforme, ils sont alors invités à remplir un deuxième questionnaire ou un troisième questionnaire. Et donc, ça dépend du statut professionnel. Donc, c'est ainsi que nous pouvons examiner comment un diplômé évolue sur le marché du travail, mais aussi en termes de formation. Et donc, je n'ai pas eu votre question par rapport à ceux qui quittaient l'école. En fait, par rapport à l'application, c'est difficile de suivre ceux qui quittent l'école. Nous pouvons suivre l'évolution des diplômés dans le système, mais pas ceux qui ont quitté l'école. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Merci beaucoup. Alors, c'est vraiment la dernière partie, toute dernière de notre session cet après-midi. Ça a été très éducatif, très intéressant. Maintenant, je vais, si vous me le permettez, nous avons les participants en ligne et les participants ici. Je vais avoir l'occasion de faire les derniers commentaires. Je m'excuse auprès de toute personne qui aurait voulu encore poser des questions. Nous n'avons plus le temps. Alors, il y a 1 minute ou même 30 secondes, Diane. Quel serait ton message clé pour les participants? Tu as 30 secondes pour cela. Et puis, peut-être que Diana, on peut commencer par toi. Merci beaucoup. Je voudrais dire que ce projet de 250 Scratch est un projet très pertinent
parce que maintenant, au Rwanda, nous essayons d'intégrer le codage, la robotique et l'intelligence artificielle dans les programmes scolaires, curriculum, donc pour améliorer l'éducation en mathématiques, en sciences, pour promouvoir les connaissances du XXIe siècle. Et pour y arriver, nous devons avoir des professeurs qui soient et qui disposent des compétences pertinentes et nécessaires. Il faut des étudiants motivés, des filles qui ont confiance en elles. C'est un projet que je vous recommande et j'espère qu'on va pouvoir poursuivre cette collaboration et ce partenariat. Je tiens à vous remercier tout particulièrement. Merci beaucoup, Jennifer. 20 secondes, s'il te plaît, du coup. Jennifer, are you still there? Jennifer, tu es toujours là? Si ce n'est pas le cas, alors je passe à Mona aussi pour les derniers mots. Je pense que les jeunes, c'est très important. Les former, c'est encore plus important. Les insérer professionnels, c'est le plus important, le prioritaire. Moi, je veux que les jeunes rêvent et ils ne peuvent pas rêver s'ils ne sont pas insérés professionnellement. Thank you so much, Mona. Eric, are you still with us? Your final thoughts, 10 seconds. Yes, yes, I am. Je suis toujours là, je suis toujours là pour les 10 dernières secondes. En fait, simplement en 3 mots, For APF Rwanda, we have a TVET pour le program. Rwanda, But our nous main avons un concern, programme, c'est vrai, mais comme l'a dit Mona, so important to say that il est career tellement guidance important de le dire for us is que the most important. pour nous, ce qui est important, c'est la guidance, le soutien. Il y a une politique de guidance qui est élaborée maintenant pour le Rwanda et parfois, c'est ça qui nous manque et on voudrait investir beaucoup en la matière pour promouvoir l'emploi des jeunes. Ça, c'est ma remarque de clôture. Merci. Jennifer, are you still with us? Jennifer, est-ce que vous êtes toujours là? Oui. Thank you so much to all our, Eh bien, merci. Merci à tous les intervenants ici dans la salle, en ligne également. Merci à tous les incroyables participants également dans la salle et en ligne. Je vous invite à poursuivre l'engagement avec nous en ligne avec le hashtag EdTech for Inclusion. N'oubliez pas non plus que l'enregistrement sera disponible à partir de notre site web. Donc, les présentations, l'enregistrement, tout cela sera disponible sur notre site très prochainement. Voilà, on fait une petite pause et puis on entame le prochain atelier. Merci.